Bonjour! Non, on n'a toujours pas vu Furiosa, le préquel tant attendu de Mad Max Fury Road, mais la promo bat son plein et distille ici et là quelques informations qui font rêver quiconque adore la saga ou le cinéma de George Miller. Le 11 mai 2024, The Telegraph laissait entendre dans un portrait du cinéaste que Anya Taylor-Joy, la tête d'affiche du film, n'avait que 30 lignes de dialogue sur 2h28 de durée. Au New York Times, l'actrice précisait qu'elle pouvait passer des mois sur le plateau sans que son personnage ne formule le moindre mot, ce qui l'aurait entre autres fait se sentir très seule. Les tournages des Mad Max sont toujours très éprouvants, et aucun des comédiens passés par la franchise ne pourra la contredire sur ce point. Voilà toutefois qui permet d'aborder une composante de la saga parmi celles qui me fascinent le plus, et si vous suivez un peu écran large, vous savez que ça n'est pas peu dire. Cette composante, c'est la narration, ou plutôt l'illusion de l'absence de narration. Et oui, parce que les personnages qui peuplent les Wastelands, et surtout le célèbre anti-héros, ne sont pas exactement des orateurs chevronnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans Fury Road, Tom Hardy avait quelques 60 répliques, contre 80 pour Charlize Theron. Et dans Mad Max 2, Mel Gibson prononce un peu moins de 40 répliques, et ce sont pas vraiment des monologues. À l'ère de la SVOD, où les séries très bavardes ont infiltré la culture populaire, à l'ère du blockbuster surexplicatif, cette économie de mots fait encore exception. La plupart des gros succès au box-office récents sont complètement tapissés de dialogues. Dans les films de Christopher Nolan, dont notamment Oppenheimer, ça parle beaucoup. Dans les films ironiquement dits à grand spectacle, pour la plupart adaptés de comic books, la narration au long cours a progressivement remplacé le money shot en tant qu'attraction principale. L'image impressionnante est moins mise en avant que les discussions entre héros en collant, à propos des modalités de leur univers ou des connexions avec d'autres univers. Bref, ça jacasse à tout va à Hollywood. Et au milieu, il y a George Miller qui réalise des séquences de plusieurs dizaines de minutes, uniquement ponctuées de grognements, de hurlements et d'invectives sauvages, et met en scène un long métrage de 2 heures sur la foi d'un gigantesque storyboard plutôt que sur un scénario classique. Et oui, ceux qui disent que dans Mad Max il n'y a pas de scénario, ils ont presque raison dans le cas de Fury Road, et c'est justement pour ça que c'est un grand film. Le tout premier Mad Max, lui, avait au contraire un scénario mouse de 274 pages. Pourquoi ? Parce que le budget rachitique ne leur permettait pas d'utiliser un photocopieur, et donc d'utiliser un storyboard. Afin de s'assurer de la grammaire visuelle de son premier long métrage, Miller a donc décrit chaque plan méticuleusement. Voilà. Depuis le début, Mad Max est un univers quasi exclusivement graphique. D'ailleurs, il a toujours défendu cette approche. Dès 1982, il déclarait à l'écran fantastique « Je pense que tous les films devraient être muets, toutes les informations devraient être visuelles ». Au Télégraphe, il persiste « Le problème des dialogues, c'est que ça a tendance à ralentir les choses. Le cinéma est un médium qui s'apprécie le plus souvent à toute vitesse ». Sa référence, qu'il cite telle quelle, c'est Hitchcock qui déclarait à peu près qu'un bon film se suit grossièrement sans sous-titres. En gros, puisqu'il s'agit d'un art visuel, toutes les informations doivent être à l'écran. Une idée tirée donc du fameux livre Hitchcock-Truffaut, un long dialogue célébrissime entre les deux metteurs en scène, édité en un gros ouvrage absolument passionnant qui fait maintenant vraiment autorité. On peut aussi y lire à propos d'une scène des enchaînés, ça c'est le langage de la caméra qui se substitue au dialogue. Et c'est exactement ça, Mad Max, mais à l'échelle d'une saga entière. Une saga où la caméra, perdue dans un monde dévasté, où les potentiels héros le sont malgré eux, et où les valeurs sont inversées, est celle qui raconte ce qui se passe mieux que les personnages ne le feraient eux-mêmes. Ou comme Hitchcock l'explicite juste après, les gens quand ils parlent n'expriment pas de vérité, ni même leur vérité, je cite donc Hitchcock, ils cherchent à lire dans le regard de leurs interlocuteurs, et souvent ils échangent des banalités tout en cherchant à deviner quelque chose de plus profond et de subtil. La vraie essence du langage donc, à laquelle vient se substituer la mise en scène, l'alpha et l'oméga du 7e art. Dans des interviews, Anya Taylor-Joy a expliqué que Miller lui demandait d'avoir un jeu très stoïque, sauf avec ses yeux, l'épicentre de bien des mouvements de caméra tout au long des 4 Mad Max. Il ne va pas être très difficile quand tu es Anya Taylor-Joy d'ailleurs. Plusieurs fois, Miller a théorisé son propre concept, celui de musique visuelle, concept qui rentre en résonance avec l'utilisation de la musique dans tous les films de la saga, aussi bien avec les tambours électro-tonitruants de Junkie XL, rythme tribal qui exprime la primitivité des personnages bien mieux qu'ils ne pourraient le faire eux-mêmes, qu'avec, bien évidemment, les compositions plus orchestrales de Brian May. Alors, c'est bien beau de dire que la caméra parle à la place des personnages, mais de quelle manière ? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les influences du cinéaste qui remontent souvent aux origines du cinéma américain et du cinéma muet. Miller adore le cinéma muet de tout son cœur,
Pour cette simple et bonne raison, les cinéastes de l'époque ne pouvaient pas blinder leurs films de carton, sous peine de donner l'impression à leurs spectateurs de lire un roman. Ils ont donc dû montrer plutôt que de faire dire, ce qui a notamment permis l'émergence du cinéma burlesque, du slapstick. Certains ont vu des renvois à Metropolis dans la cité mécanique d'Immortan Joe, d'autres n'ont pas hésité à comparer le désert de Mad Max 2 à celui des westerns des années 30, mais pas besoin de répertorier les références, le style des films assume complètement la filiation. Les plans accélèrent spontanément, faisant penser à la frénésie caractéristique des films de l'époque, par ailleurs due à la fréquence d'image, les films étaient tournés avec moins d'images par seconde auparavant, donc ils paraissent accélérés. Plus explicite encore, lors de l'incroyable séquence de la tempête qui clôture le premier vrai énorme morceau d'action de Fury Road, les éclairs font basculer l'image complètement en noir et blanc, le temps de quelques secondes. Et évidemment, Miller ira jusqu'au bout de son idée, avec la version Black and Chrome, d'une beauté à couper le souffle. C'est pas négociable. Normalement, là, c'était le moment où je parlais de la comparaison évidente entre Fury Road et la filmographie de Buster Keaton, plus particulièrement du mécano de la Générale, mais lors de mes recherches, je suis tombé sur une chaîne YouTube intitulée Versus, et qui me coupe complètement l'herbe sous le pied. Pour les détails, je vous invite donc à aller la voir, elle est super. Mais grosso modo, Buster Keaton a plus ou moins inventé le cinéma d'action contemporain, avec des cascades hallucinantes et surtout un sens de la narration exclusivement visuel. Si son appétence pour la mise en scène transparaît dans l'excellent Le Caméraman, son film le plus connu reste Le Mécano de la Générale, qui raconte l'histoire d'un personnage qui embarque malgré lui sur un engin à grande vitesse et va revenir à son point de départ, non sans avoir virevolté et crapahuté sur à peu près toutes les parties les plus dangereuses de l'appareil. This guy really knows the potential of classic montage filmmaking, composition, how one shot flows to the next, and understanding in those chase films and those action movies he made could only exist in cinema. Le parallèle est évident et on retrouve les mêmes qualités dans les deux films, à savoir un montage virtuose qui envisage l'action comme une mosaïque de mouvements captés par des plans distincts qui, collés ensemble, ne génèrent pas seulement un spectacle, mais aussi caractérisent le personnage, la raison de son action et son cheminement intérieur. Dans les Mad Max, c'est plutôt le rapport aux autres qui évolue. Max est un loup solitaire qui ne cherche qu'à survivre, a priori aux dépens des autres, mais quand il se retrouve dans un conflit entre plusieurs personnages secondaires, il finit, comme le spectateur finalement, à défendre ce qui reste d'humanité, dans un monde où les bandits ont carrément fusionné avec la froide mécanique de leur bagnole. Mais pas question d'enchaîner les dialogues et de faire dire à Max « Ah oui, c'est vrai que vous méritez peut-être de survivre ». Non, là tout passe par l'action, dans le mouvement d'un boomerang, une toile froissée, l'activation d'une boîte à musique, un geste héroïque effectué alors que ce n'était pas forcément nécessaire, ou bien sûr à travers un jeu de raccord-regard qui dit tout de la relation qui est en train de se forger entre les protagonistes. Si bien qu'à la fin, dans la course-poursuite haletante qui constitue le climax et qui est devenue vraiment la marque de fabrique de la saga, les enjeux se résolvent dans le bruit des moteurs qui brûlent et des châssis qui sautent grâce aux interactions entre êtres humains. Dans Mad Max, les personnages ne font pas que se battre. Ils cèdent, ils se poussent, ils se repoussent, ils s'attirent, ils se rejettent, sans échanger le moindre mot, à 100 à l'heure. Mais ce silence est bien plus éloquent que la moindre de leurs paroles. Après tout, est-ce que c'est pas dans l'adversité qu'on se révèle vraiment ? Chez Miller et chez feu Byron Kennedy, l'un de ses compagnons artistiques les plus importants de sa vie, qui a clairement influencé sa vision des choses, c'est dans l'action, ou plutôt dans le mouvement, que les personnalités se révèlent et que les histoires sont racontées. Et qu'elles nous atteignent, puisque quand Nuke se sacrifie à la fin du climax de Fury Road, l'émotion est bien réelle, qu'importe le nombre extrêmement réduit de lignes de dialogue du personnage. Plusieurs fois, le cinéaste a préféré parler de mouvement que d'action, puisqu'en fin de compte, c'est tout ce qui importe. Le mouvement des corps, des voitures lancées à toute vitesse sur des routes à peine distinguables, des crashs et des commandos suicides dont la mise en scène capte l'ultime geste destructeur, tandis qu'ils hurlent un peu aux spectateurs aussi, Witness me, donc littéralement, sois témoin. Invitation qui fascinera bien des critiques et commentateurs d'ailleurs, comme par exemple Mathieu, très beau prénom d'ailleurs, Lee Goyette dans un article intitulé Fury Road et la mécanique des fluides. Et c'est aussi ainsi qu'il caractérise son univers post-apocalyptique, parce que le premier Mad Max, par exemple, ne présente pas encore les codes établis par le genre post-apo. Les environnements sont parfois encore verts, il semble régner encore un semblant d'ordre social. Donc comment sait-on que cet univers survit sur les ruines d'une autre ? Parce que tout ce qui est fixe, les villes, les maisons, disparaissent progressivement des enjeux pour ne laisser place qu'à une seule chose, des êtres humains perdus, qui fort logiquement en sont réduits à une seule chose, le mouvement. Toute la saga n'a fait que raconter ceci. Une fois la civilisation perdue, il ne reste plus que ce qui fait de nous des humains, le mouvement, qu'il s'agisse d'une errance désespérée ou évidemment d'une course-poursuite endiablée. D'où peut-être la mystérieuse phrase qui clôt jusqu'à maintenant la saga « Où devons-nous aller, nous qui errons dans ce monde désolé ?»
à la recherche d'un meilleur nous-mêmes. C'est l'une des choses qui motive, je pense, mon amour sincère pour cette grande saga, qui pourrait paraître particulièrement misanthrope, c'est quand même hyper noir, mais qui au fond donne sa définition de l'humanité. Des corps, des esprits en mouvement, gravitant les uns autour des autres, pour qui la parole même est superflue, tant et si bien que l'un des personnages les plus marquants de toute la saga ne parle pas du tout. Donc ouais, dans Mad Max, ça cause pas trop, et pourtant ça montre des personnages tisser des relations plus fortes et plus profondément humaines que dans la majorité des blockbusters bavards qui squattent le box-office, tout en nous proposant, bien sûr, des séquences ahurissantes, mais sérieusement, qui découpe encore ces séquences d'action comme ça, à part George Miller? Le cinéaste n'est par ailleurs évidemment pas le premier à privilégier l'image au dialogue, c'est sûr. Kubrick lui-même, l'un de ses maîtres à penser, l'avait revendiqué. Plus récemment, c'est Denis Villeneuve qui avouait à The Times ne pas aimer les dialogues. Alors étonnamment, il s'est fait un peu mais complètement bâché sur les réseaux. Pourtant, c'est bien sans dialogue que le cinéma a justement construit sa propre grammaire, comme le rappelle Miller à chaque volet de sa saga. Villeneuve a renchéri en expliquant que, je cite, « Dans un monde parfait, je tournerais un film entier qui n'aurait pas l'air d'une expérience, mais qui ne contiendrait aucune parole. Le public quitterait le cinéma en se disant « Tiens, il n'y avait pas de dialogue », mais sans en avoir ressenti l'absence pendant la production. » Et bah ce monde parfait, c'est bien Mad Max qui en est le plus près. Et apparemment donc, Furiosa se rapprochait encore un tout petit peu plus. Donc vivement. En attendant, vous pouvez faire le mouvement de votre doigt sur le bouton abonnement de la chaîne, ainsi que sur la cloche. En plus, vous aurez la notification pour la vidéo de la semaine prochaine sur Furiosa, promis, cette fois ça arrive. Et si vous voulez encore plus nous soutenir, vous pouvez aller sur le site et souscrire à un abonnement là-bas. Ça vous donnera en plus accès à de nombreux articles sur des sujets divers. Récemment, on a par exemple répertorié nos films de boucle temporelle préférés. A plus!